Moi personnellement je suis ivoirien, je vis en France depuis, depuis près de 10 ans. J'ai vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Je pars régulièrement en Côte d'Ivoire, c'est mon pays de naissance, même si je suis de nationalité française. Et aujourd'hui est un jour, aujourd'hui c'est le 26 mars 2011 et nous assistons depuis la fin du mois de décembre, donc début novembre, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui on est dans une crise qui ne devait pas être, puisque après les élections, tout devait devenir normal. Parce qu'on se rappelle que la Côte d'Ivoire, depuis 2002, a été attaquée par des rebelles venus et entraînés et payés par des financiers que pour l'instant, je n'ai pas fait d'enquête personnelle, mais il y a des échos qui disent que c'est des financiers occidentaux, avec de main de maître une personne qui a été, c'est-à-dire, on va dire, qui a été dénoncée en la personne d'Alassane Ouattara. C'est ce qui se dit. Bon, je ne rentre pas dans ces détails-là. Donc, nous avons une bande armée qui a attaqué la Côte d'Ivoire depuis 2002 et la France qui devait donc mettre en place comment on va dire, l'accord de défense du pacte colonial qui disait qu'en cas d'agression extérieure, la France se devait de porter main forte à l'État agressé qui est son partenaire. En l'occurrence, il devait soutenir le régime de Laurent Gbagbo qui était un régime démocratiquement élu et reconnu. Nous n'assistons pas à cela. Nous voyons que la France fait volte-face. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Et derrière, elle fait comment je vais dire, une manigance pour faire en sorte que les rebelles, d'accord, les rebelles qui étaient au nord, qui ont, on va dire, instrumentalisé les origines, l'ethnie et ont joué sur des personnes qui sont, on va dire, pas forcément très lettrées, et avec un groupe de personnes financées, machin, pour dire que voilà, les gens du nord sont marginalisés. Et sur cela, ils ont monté une rébellion. Et la France dit, bon voilà, vous les rebelles, et l'État ivoirien reconnu démocratiquement, venez à une table d'assises en France. Donc déjà, première erreur de la France, première faute. Deuxième faute, puisqu'ils n'ont pas mis les accords de défense, ils emmènent les rebelles et un gouvernement légalement élu sur une même table. On voit un peu le schéma de la RDC. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Laurent Gbagbo, qui lui, en démocrate, il était à l'extérieur quand son pays a été attaqué, il est rentré à Abidjan, il a envoyé M. Pascal Affi-N'Guessan qui était son Premier ministre, M. Mamadou Coulibaly qui était son président, c'est le ministre des Finances mais qui était président de l'Assemblée nationale, je crois, en ce moment-là, discuter avec ces rebelles qui sont des Ivoiriens. Voilà. Et donc ces Ivoiriens, au cours de ces échanges, on voit une proposition qui a été faite à Laurent Gbagbo de limoger son Premier ministre, de mettre un Premier ministre avec de forts pouvoirs, donc de lui déléguer ses pouvoirs présidentiels, et lui il serait comme une reine d'Angleterre. Soro Guillaume, il était juste mis là en tête pour dire que voilà la tête de la rébellion. D'accord? Mais on sait que derrière, il y avait des forces, des puissances financières derrière. Laurent Gbagbo, quand il est arrivé, il a fait bon nombre de choses qui n'ont pas plu aux Occidentaux. Notamment, il a commencé à remettre en cause tous les accords. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le partenariat entre la France et la Côte d'Ivoire, c'est tacitement reconduit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel d'offres sur par exemple les marchés du port, sur tout ce qui est l'eau, l'électricité, le gaz, enfin les télécommunications. Ils avaient le monopole, la France avait le monopole. Toutes les entreprises françaises, il y en a près de 800 en Côte d'Ivoire. Et donc elles ont le monopole industriel, commercial en Côte d'Ivoire. Et ces entreprises en Côte d'Ivoire, elles n'ont pas de problème, on va dire, avec le gouvernement, on va dire, élu de Laurent Gbagbo, mais simplement, Laurent Gbagbo, il a dit un truc simple. C'est-à-dire, dans un partenariat, il faut du gagnant-gagnant. D'accord? Dans un partenariat, on a besoin que celui qui a des ressources puisse les vendre à un prix qui permet lui aussi de nourrir ses enfants, on va dire, son pays. Tout à fait normal. Et simplement ça, il est remis en cause. Comment vous croyez que Laurent Gbagbo, qui voulait, lui, transformer le cacao, parce que dans les accords, écoutez bien, dans les accords qui sont entre les compagnies, donc entre l'Occident, l'Amérique et la France et la Côte d'Ivoire n'a pas le droit, mais à vie, de transformer son cacao sur le propre sol. Et c'est écrit dans le contrat. D'accord? Donc, c'est tous ces accords, quand il l'a vu, c'est inadmissible. Imaginez-vous, l'argentier de la présidence, c'était un Français, au temps où il y avait le cordon Bédier. Donc toutes ces choses, Laurent Gbagbo a voulu les supprimer. Et ça, il gêne. Il gêne parce qu'il aime son peuple.
il aime son peuple. Quand il a voulu libéraliser la filière café-cacao, c'est vrai que bon, on est des hommes, il y a des gens qui ont pu forcément abuser de cette filière ou qui ont été corrompus. Mais léguer la filière café-cacao aux paysans, ça n'a pas plu aux traders ou tous ceux qui viennent acheter le cacao en Côte d'Ivoire. Vous voyez, parce qu'ils voulaient avoir la même. Il y avait une caisse qu'on appelait la caisse table qui centralisait tout ce qui était achat de café cacao à des prix vils et les paysans n'avaient rien. Mais quand Gbagbo est arrivé, le paysan, le prix du cacao avant a doublé et même triplé à un moment donné. D'accord? Donc on assiste vraiment à quelqu'un qui représente, qui sort du peuple et qui veut faire des choses pour le peuple. Mais vous savez, il avait une autre vision par rapport au bailleur de fonds parce que lui, il voulait remettre à plat tous les contrats. D'accord? Tous les contrats. Un contrat arrive forcément à expiration. On ne peut pas avoir un contrat à vie. Donc tous les contrats arrivant à expiration, il voulait les renégocier. N'oublions pas que le golfe de Guinée, qui contient du pétrole, il y a eu même un documentaire qui est sorti dessus dans les tourbillons dans le golfe de Guinée, a montré clairement que le golfe de Guinée est stratégiquement important pour les Américains. Donc il faut le contrôle du pétrole du golfe de Guinée, qui est un pétrole très fin, très rare et qui a la possibilité d'être transporté rapidement aux États-Unis. Donc les bailleurs de fonds, ils n'ont pas aimé que M. Laurent Gbagbo mette en difficulté les contrats, mais en plus veuille, par exemple, créer une monnaie. On imagine, puisque on savoir que le franc CFA, c'est un franc détenu par la France, le Trésor français qui fabrique les billets et qui détient. Vous savez qu'on reverse près de 30% de ces ventes de cacao au Trésor français. D'accord? Et il y a un pourcentage qui est fait sur les fluctuations financières. Un pourcentage est reversé encore au Trésor français. Donc vous voyez, à la réserve, on a une soi-disant. Alors cette marge, on va dire ce pourcentage réservé au Trésor français, a été signé pour dire que bon voilà, ce sont nos économies qu'on met à la Banque française pour qu'en cas de problème, ils nous débloquent ces fonds. Et on a vu qu'il y a une crise en Côte d'Ivoire où on avait eu besoin des fonds qui n'ont jamais été débloqués. Donc, vous voyez, c'est tout cet argent, c'est l'État français qui l'a. Oui, puisque en fait, le CFA était indexé sur le franc français. Et vu qu'il n'y avait plus le franc français, ils ont indexé le franc CFA sur l'euro. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas de lien. Vous voyez, avant, la France et la Côte d'Ivoire, il y avait un lien. Vous voyez, on pouvait dire que bon voilà, il y a des échanges commerciaux. Mais entre l'Europe et la Côte d'Ivoire, l'Europe tout entière et la Côte d'Ivoire, c'est minime les échanges commerciaux. Donc faire, relier la monnaie le franc CFA à l'euro, c'est vraiment une tactique pour encore garder la même mise de la France sur la Côte d'Ivoire. Mais le précaré français, qui est les États d'Afrique de l'Ouest qui ont été colonisés par la France, quand vous regardez, vous pouvez me dire lequel de ces pays a évolué, lequel de ces pays a, on va dire, qui a eu des infrastructures, qui a eu une démocratie? Non. On a Blaise Compaoré au Burkina Faso, ça fait combien d'années? Près de 40 ans qu'il est là. On a Wade, ça fait combien d'années qu'il est là? Au Bénin, il y a eu la succession du fils Gnassingbé au Togo. Alors, ça c'est la démocratie. Pourquoi ils n'ont pas ramené l'armée pour dire attention, c'est pas de la démocratie? Parce que c'est pas de la démocratie. Ils nous disent que oui, ils vont en Libye pour sauver la vie des Libyens. Mais vous allez me dire, ces Libyens ne vous ont pas attendu pour vivre. Donc, la France se mêle de quoi en Afrique? La France se mêle de quoi en Afrique? La France, qu'elle reste à sa place parce qu'il y a des gens ici qui meurent tous les jours. Il faut qu'ils s'occupent des personnes en France qui meurent tous les jours que de dire qu'ils vont sauver des pauvres Libyens. Mais alors c'est ces pauvres Africains qui veulent sauver, qui renvoient chez eux dans des charters. Arrêtez. Et comment moi ce que je ne comprends pas, c'est que les médias français qui savent la vérité, ne nous montrent pas ou ne montrent pas au peuple français la vraie vérité. Il faut que nous Africains, qui connaissons les réalités, puissions aussi, moi ce que je fais de bouche à oreille à mes copains, à mes amis, je leur explique la vérité parce que les médias français, ils occultent la vérité. Donc parlons de ce problème de la crise en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara vient du FMI, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Houphouët-Boigny, il tendait vers la vieillesse, ils lui ont dit bon voilà, Houphouët-Boigny avait fait d'énormes, on va dire, il y avait d'énormes dispositions pour sa population. Les étudiants avaient des cartes gratuites, ils étaient transportés gratuitement, ils avaient des payes à la fin du mois, voilà. Et tout ça, là-haut au FMI, on n'aime pas.
on n'aime pas lorsqu'un gouvernement s'occupe de son peuple. Parce qu'ils disent quoi? Restriction budgétaire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont créer une crise du cacao. Lorsqu'il y a la crise du cacao, qu'est-ce qui se passe? Il est acculé puisque c'était la principale ressource du pays, le cacao, on est premier producteur. Donc les gens, le gouvernement se trouve acculé, il n'y a plus les moyens. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils disent bon, écoutez, on va vous prêter de l'argent. Mais pour vous prêter de l'argent, il faut faire une réduction budgétaire. Il dit ok, je vais le faire. Bon, on dit mais pour le faire, vous savez ce qu'on va faire? On va vous envoyer quelqu'un. Il est très bon, il est au FMI, il travaille avec nous, c'est un Ivoirien. C'est un Burkinabé, mais ne vous inquiétez pas, on va faire quelque chose. Il est Burkinabé, Alassane Ouattara. Il n'est pas Ivoirien, donc on dit qu'on va vous le ramener. Il ramène M. Alassane Ouattara. M. Alassane Ouattara arrive en Côte d'Ivoire en tant que Premier ministre. Donc attends, il est venu en tant que président du comité interministériel pour faire la restructuration des dépenses d'État. Il est arrivé à couper les fonctionnaires, les salaires des fonctionnaires, à enlever les privilèges qu'avaient les étudiants. Il y a eu des révoltes. En ce temps, il y avait Laurent Gbagbo qui était dans l'opposition. En 1992, quand Alassane est arrivé en 1989. Il a même fait la prison, Ouattara l'a mis en prison. Ouattara l'a mis en prison lorsqu'il a fait une marche. Donc,